une nouvelle conférence sur le volet fiscal de votre expatriation, quelque chose de très important. Et pour cela, nous avons deux spécialistes à qui je vais laisser la parole. Isabelle Welterlin, que vous connaissez déjà pour certains, et Jean-François Delagne, qui était là l'année dernière. Merci à tous les deux. Et je vous laisse nous exposer tout ce qui concerne le volet fiscal de notre départ à l'étranger. Bien, donc bonjour à tous. Donc on va partir d'une hypothèse pour que ce soit plus simple pour vous expliquer, celle que vous partez à l'étranger en 2025, donc cette année. Point de vigilance, c'est bien sûr prévenir votre service d'impôt des particuliers de votre départ, puisqu'il va pouvoir vous dire éventuellement si vous êtes résident ou non résident fiscal de France et tout ce que ça implique. Prévenir votre employeur si vous êtes un salarié ou votre caisse de retraite si vous êtes un retraité, puisque pour l'instant, vous faites l'objet du prélèvement à la source du résident. Et si vous devenez non-résident fiscal, vous allez peut-être faire l'objet, j'ai dit peut-être, et je vous expliquerai pourquoi il y a un peut-être, l'objet de la retenue à la source du non-résident. Prévenir votre banque, puisque vous êtes soumis à une obligation de paiement en ligne pour les impôts que vous devrez encore payer en France, parce qu'année de départ dit forcément un bout où vous êtes résident de manière fiscale, et le paiement en ligne ne peut se faire qu'à partir de comptes bancaires en zone CEPA, en plus ayant adhéré à ce qu'on appelle un single direct debit. Voilà. Bien sûr, vous êtes non-résident, donc pour échanger avec nous, évitez, j'irai plutôt le courrier, parce que le courrier ne nous arrive pas forcément, voire ne vous arrive pas. Donc il faut vraiment privilégier, je dirais, la communication en ligne. Et pour cela, ça va se faire via votre espace particulier du site impôt.gouv.fr. Il faut que vous l'ayez créé. Si vous ne l'avez pas créé, je vous y incite amplement. Et également, bien sûr, c'est prendre votre numéro fiscal et votre mot de passe, parce que c'est sûr que lorsqu'on part, on ne pense pas forcément à prendre tous ces documents. Oui, donc nous offrons à la DGFiP un bouquet de services en ligne qui est particulièrement performant, et à partir du site impôt.gouv.fr, eh bien, nous vous proposons un espace particulier sécurisé en plus. Donc, tous les services sont gratuits, permettent d'avoir une vue globale des impositions qui sont émises et qui sont dues et que vous avez payées. Vous pouvez aussi gérer votre paiement, les possibilités de paiement. Vous pouvez gérer les prélèvements à la source en les adaptant. Vous pourrez aussi déclarer vos biens immobiliers par ce qu'on appelle GMBI, donc gérer les biens immobiliers, les locataires. Vous avez accès aussi à une messagerie sécurisée avec plusieurs onglets qui vous permettent de déterminer un thème et donc de poser des questions ou de solliciter des demandes, voire des réclamations. Alors, cette chose aussi principale permet de télédéclarer vos revenus. C'est quelque chose qui devient quasiment obligatoire lorsqu'on est à l'étranger, pour des questions de facilité de communication. Et autre point important, effectivement, Jean-François Delagne, qui est donc le responsable du service d'impôt des particuliers non résidents, vous a dit, l'obligation, elle est obligatoire de déclarer en ligne. Donc, normalement, vous ne devez pas, et il ne faut pas nous envoyer vos déclarations vers votre espace particulier. Si vous n'avez pas d'autre choix, dans ce cas-là, il faut l'envoyer plutôt par courrier. Bon, même si, effectivement, avec les courriers, ça peut être un peu compliqué. Alors, je vais rentrer dans le fond du sujet. On est en année de départ. Donc, il y a deux situations qui vont se poser. Première situation, votre domicile fiscal, il est resté en France. Et deuxième situation, il n'est pas resté en France. J'utilise le terme de domicile fiscal et vous allez savoir pourquoi c'est important. C'est important puisque si vous êtes domicilié fiscalement en France, comme vous et moi actuellement, normalement, vous allez être imposé sur vos revenus français et vos revenus étrangers. Par contre, si votre domicile fiscal n'est pas en France, vous serez imposé uniquement sur vos revenus de source française, à la condition que ces revenus soient imposables en France, parce qu'on va regarder les conventions fiscales internationales. Alors, la notion de domicile fiscal, c'est la notion du droit français. Chaque État applique son propre droit, donc la France applique son droit, et on va regarder si votre domicile fiscal est en France. On va regarder pour vous,
pour votre conjoint, parce que cette notion, elle se détermine sur chaque tête. Le premier critère, c'est le foyer ou le séjour principal. Je fais une petite parenthèse, il suffit qu'un seul de ces critères soit rempli, on n'a pas besoin de regarder les autres pour dire que vous êtes domicile fiscalement en France. Donc le premier critère, c'est celui du foyer, c'est-à-dire où se trouve votre famille. Si votre famille est en France, ben vous êtes domicile fiscalement en France et on ne regarde pas plus loin. Vous êtes célibataire, et c'est là où on va rentrer dans ce que j'ai encore entendu il n'y a pas très longtemps, c'est si je quitte la France plus de 6 mois et 1 jour, voire 183 jours, qu'est-ce qui se passe? J'aime pas trop ces 6 mois, 183 jours, je vous explique pourquoi. Si je suis en France 5 mois, je suis 4 mois en Espagne, il me reste 3 mois, alors on va dire à côté, je ne suis pas très loin, je suis en Italie pendant 3 mois. Vous êtes d'accord que j'ai passé plus de 6 mois à l'étranger? Donc vous pourrez dire, ben non, je ne suis pas domicilié en France. Eh ben non, la jurisprudence, elle vous dit que vous avez passé le plus de temps en France parce que vous avez passé 5 mois. C'est le séjour prépondérant. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup qu'on me parle de 6 mois de 183 jours, parce que dans la situation que je viens de vous donner, je suis en dessous des 6 mois, mais je suis bien domicilié en France. Normalement, quand vous êtes domicilié en France, vous restez toujours géré par votre service des impôts de votre domicile fiscal en France. Je dis normalement, parce que ça, c'est le critère de droit français. Sauf qu'au-dessus, on a ce qu'on appelle les conventions fiscales internationales. La France, elle a signé plus d'une centaine de conventions fiscales internationales avec d'autres États. Et les conventions fiscales internationales, elles priment sur le droit français. Ce qui veut dire que, au sens du droit français, vous êtes peut-être domicilié fiscalement en France, mais si on ouvre la convention fiscale avec un État, vous allez peut-être en fait finalement devenir résident fiscal de l'autre État et du coup non résident fiscal en France. Dans ce cas-là, vous serez imposé uniquement sur vos revenus de source française imposables en France. D'où l'importance d'aller regarder les conventions. Pareil, les conventions, elles vont regarder chaque catégorie de revenus, et combien même ils sont français, ils pourront être imposables dans l'autre État. C'est pour ça que je vous avais dit, sous réserve, qu'ils soient imposables en France. Donc, une fois qu'on a déterminé si vous êtes résident fiscal français ou non résident fiscal français, eh bien, vous allez basculer d'un service des impôts des particuliers territorial au service des impôts des particuliers des non-résidents, dont j'assure la responsabilité et qui est situé à Noisy-le-Grand. Là, nous avons 2 types, je dirais, d'usagers qui sont définis par le Code général des impôts. On a d'abord les non-résidents qui sont soit salariés, soit retraités, qui sont partis dans... vous êtes par exemple retraité, vous partez dans un pays étranger et du coup, vous devenez non-résident et vos retraites peuvent être, selon la Convention, c'est ce qu'a dit Isabelle Welterlin, imposables, déclarables et imposables par la France. Et dans ce cas-là, vous devenez usager du service des particuliers des non-résidents et non plus de votre cible territoriale habituelle. Il y a aussi un autre cas, ce sont les agents des fonctions publiques qui partent en mission à l'étranger lorsqu'ils sont mariés ou pacsés avec l'ensemble de leur famille. Dans ce cas-là, eh bien, ils ont une fiscalité un peu particulière puisque eux, on ne leur appliquera pas la fiscalité des non-résidents, mais une fiscalité qui est similaire à celle des résidents, du moins pour le fonctionnaire, et ils dépendront donc du CIPENER. Par contre, dans ce cas-là, dans un autre cas, si seul l'un des conjoints qui est fonctionnaire part à l'étranger et que l'autre conjoint reste à son domicile français, eh bien dans ce cas-là, il ne bascule pas aux non-résidents. Le calendrier fiscal. Alors, l'épisode déclaratif, finalement, lorsque vous êtes non-résident, est relativement similaire à celui de ce qui se passe lorsque vous êtes résident. Vous avez les dates d'ouverture, déclaration en ligne. En général, c'est à compter de mi-avril. Et vous devez
à ce moment-là, lors de la première année de départ, faire très attention, puisque c'est au moment déclaratif que vous allez indiquer votre adresse à l'étranger et la date à laquelle vous êtes parti. Et c'est le service de cette case de la télédéclaration qui va faire basculer votre dossier au non-résident. Alors nous taxons à peu près, nous avons 300 000 usagers, nous avons émis à peu près 290 000 avis l'an passé. Donc c'est un très gros service des impôts des particuliers par rapport à un site territorial. Et donc nous taxons jusqu'au 31 décembre de l'année de déclaration. Alors, petite précision, c'est quand M. Delagne vous indique 300 000, ce n'est pas usager au sens une personne, hein, c'est foyer. Hein. Voilà. Donc, il y a toute la famille qui est comprise dedans. Hein. Donc, plus vous déclarez rapidement, plus vous serez taxé aux premières émissions. Nos premières émissions sont comme pour les SIP territoriaux. Les avis sortent fin juillet. En gros, ils sont disponibles sur votre espace particulier sécurisé. Autre subtilité aussi, qui n'est pas une erreur, contrairement à ce que beaucoup d'usagers croient, vous verrez sur votre avis d'imposition, sur la première page en bas à gauche, votre domicile sera 10 rue du Centre, suivi par le pays de résidence. Eh bien, ça n'est pas une erreur, c'est le Code général des impôts qui fixe une résidence fictive à l'ensemble des non-résidents, à l'endroit où se situe le SIP des non-résidents. Donc, l'obligation de déclarer en ligne, quelque chose de très important. Alors, nous faisons partie des premiers à entrer dans la campagne. C'est-à-dire que vous pouvez déclarer dès l'ouverture. Et en général, c'est ouvert jusqu'à fin mai. Il n'y a pas de... la campagne est assez longue pour que vous puissiez déclarer. Et là, c'est pareil. Vous pouvez établir votre télédéclaration en plusieurs fois, c'est-à-dire faire des brouillons. Mais par contre, il ne faut pas oublier de valider. Hein. C'est très important parce que les télédéclarations non validées, comme d'ailleurs pour les résidents, ne sont jamais prises en compte. Alors justement, on va repartir donc année de départ. Hein, donc qu'est-ce qui se passe au niveau de la déclaration en ligne ? Du 1er janvier à la date de départ, vous restez résident fiscal de France. Donc, comme vous restez résident fiscal de France, vous faites vos déclarations habituelles, c'est-à-dire vos déclarations de revenus, la 2042. Si vous avez des revenus de sources étrangères, la 2047, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Et si vous avez, par exemple, des revenus fonciers, la 2044. Je vous donne les numéros parce que parfois, vous pouvez taper dans le moteur de recherche pour pouvoir rechercher ces formulaires. Par contre, de la date de départ au 31 décembre, la question va de savoir est-ce que je suis résident ou non résident. Si vous êtes résident, vous allez en fait tout déclarer, comme je vous ai dit précédemment, en fait, mais jusqu'au 31 décembre. Si vous avez plus de revenus de source française imposable en France, faut l'indiquer. Faut l'indiquer pour que le dossier n'arrive pas au service des impôts des particuliers non résidents. Parce que le service des impôts des particuliers non résidents, il va gérer seulement les non-résidents, c'est-à-dire que de la date de départ au 31 décembre, vous êtes bien un non-résident et vous avez des revenus de source française que vous devez déclarer en France. Et pour ça, vous allez déclarer sur une déclaration ce qu'on appelle 2042 NR pour non-résidents, uniquement les revenus de la date de départ au 31 décembre. Quand vous faites vos déclarations en ligne, vous avez des petites cases pour choisir les différentes annexes ou déclarations que vous devez sélectionner. Je vous évoquais tout à l'heure la 2047, c'est lorsque sur la partie résident, vous avez des revenus de source étrangère, vous devez les déclarer parce que vous êtes imposé sur revenus français et étrangers. Donc vous cochez et ça vous amène vers la bonne déclaration et vous indiquez vos revenus de source étrangère. Pour la partie non résident, date de départ au 31 décembre, vous allez cocher déclaration 2042 NR, donc non résident. Il va y avoir une déclaration avec des cases, vous allez retrouver salaire, revenus fonciers.
Vous allez avoir aussi une case divers qui vous parlera de retenue à source du non-résident, que je vais vous évoquer un petit peu plus tard. Donc, on va maintenant partir de l'hypothèse où votre domicile est à l'étranger. Votre domicile est à l'étranger, il y a un point de vigilance. Oui, alors j'attire votre attention sur vous allez être non-résident fiscal français, mais vous êtes aussi résident d'un pays étranger. Donc, il faut bien regarder si vous avez des obligations fiscales dans votre pays de résidence. Et selon les pays et selon la nature de vos revenus, il faut impérativement prendre la tâche de l'administration fiscale locale pour savoir quelles sont vos obligations d'abord déclaratives et de paiement. Parce qu'il existe des pays où vous devez quand même déclarer vos revenus de type revenus mondiaux. Ce n'est pas pour ça qu'ils vous les taxeront. Là aussi, j'attire votre attention, le service des impôts des non-résidents n'est pas votre correspondant par rapport au fisc étranger. Nous ne connaissons que la fiscalité française. On peut vous conseiller, parce qu'on sait à peu près comment ça se passe, mais seul le fisc étranger est compétent et souverain pour vous dire quelles sont les règles applicables dans le pays. Et ça, même, j'attire votre attention, dans l'Union européenne. Je vous rappelle à tous, pour ceux qui vont partir dans un pays de l'Union européenne, que la fiscalité des particuliers n'est pas une compétence de l'Union et qu'elle reste du domaine souverain de chacun des États. Alors, juste ce petit point aussi important, c'est que effectivement, chaque État est souverain. Donc, vous pouvez être imposé dans votre pays de résidence et être imposé au service des impôts des particuliers non résidents. Vous allez dire, voilà, doublement imposé, ça fait beaucoup. L'élimination de la double imposition, elle est prévue dans la convention fiscale. Donc, si vous êtes dans un pays où il y a une convention fiscale qui a été signée avec la France, en général, il y a un article sur l'élimination de la double imposition. Et cette élimination, vous devez la demander au pays de résidence et pas au service des impôts des particuliers non résidents. Donc, voilà. Je reviens sur les revenus qui doivent être de source française qui peuvent être imposés en France. Ce sont les revenus salaires, pension ou retraite, hein, si vous voulez, à la condition que la convention fiscale dise qu'ils soient bien imposés en France. Vous avez bien compris, je pense qu'il faut chaque fois regarder la convention fiscale. Si vous avez des revenus immobiliers, en général location en France, les conventions qui sont modèle OCDE, elles vont vous dire que vos revenus fonciers sont imposés en France. Quand c'est modèle OCDE, c'est l'article 6 et c'est en général imposé en France. Vous pouvez avoir d'autres revenus, bénéfices non commerciaux, bénéfices industriels et commerciaux, donc plein de catégories de revenus. Petite particularité, c'est les revenus de capitaux mobiliers qui, eux, en fait, ne font pas l'objet d'une déclaration puisqu'il y a un prélèvement qui est appliqué directement dessus. Donc, pour savoir quels revenus sont imposables en France au niveau des conventions, vous avez sur le site impôts.gouv dans la rubrique internationale 36 fiches pays où on essaye de vous dire globalement, selon tel pays, quelle catégorie de revenus est imposable en France. Ça vous évite d'aller lire la convention. Lorsque vous êtes à l'étranger, du 1er janvier au 31 décembre, là, je ne vais plus parler de ma fameuse déclaration, vous vous rappelez, 2042 NR pour non-résidents. On repart sur des déclarations normales, enfin, je veux dire normales. Les déclarations habituelles, déclaration de revenus 2042, vous avez des revenus fonciers, déclaration 2044 ou d'autres annexes. Petite particularité, par contre, comme si vous avez des salaires ou des pensions qui sont imposables en France et que vous êtes un non-résident, vous ferez l'objet de la retenue à source sur ces deux catégories de revenus et il faudra déclarer ces revenus sur la notice 2041E. Je vous rassure, quand vous faites la déclaration en ligne, vous ne cherchez pas la notice, tout vient automatiquement. Alors, cette retenue à source du non-résident, comment elle s'applique? Déjà, elle s'applique sur un montant net, c'est-à-dire on va prendre vos salaires, vos pensions. On va pratiquer l'abattement de 10%, sauf que l'abattement de 10% pour les pensions, c'est par foyer et c'est un montant un peu plus petit. Je passe ces petites particularités. Je prends donc mon montant après abattement de 10%. Vous voyez que j'ai un barème qui est annuel, où j'ai une retenue à source qui est à 0, à 12, à 20%. Le barème, il peut être journalier, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et annuel. Ça, c'est surtout pour mon année de départ ou mon année de retour, parce qu'une année de départ, il y a une partie je suis résident, l'autre partie je suis non-résident, où il se peut que vous basculiez, à un moment vous êtes salarié et vous devenez retraité en cours d'année.
pour que vous arriviez un peu mieux à comprendre cette ressource du non-résident, je vais prendre des exemples chiffrés en partant du barème annuel. Premier cas, j'ai un salaire après abattement de 10% de 10 000 euros. Je suis en dessous des 17 122 euros, donc qui fait l'objet d'une retenue à la source à zéro. Donc 0 sur 10 000, ça fait 0. Bon, pas de sujet. Ça, c'est votre employeur, votre caisse de retraite qui l'applique en 2025. J'ai un salaire de 26 050 euros, donc jusqu'à 17 122, retenue à la source à zéro. De 26 050 moins mes 17 122, la différence, je fais l'objet d'une retenue à la source à 12%. C'est comme ça qu'on calcule le 0, le 12 et le 20. Je suis au-dessus des 49 367, je ferai l'objet d'une retenue à la source à 20%. Petite particularité, donc vous avez vu, retenue à la source à 0, 12 et 20%. À 0 et 12%, vous verrez sur votre avis d'imposition, vous dire, mon Dieu, qu'est-ce qui est écrit ? Vous allez voir le mot libératoire. Libératoire, c'est-à-dire que le montant de votre salaire ou votre pension, qui se trouve dans 0 et 12%, ils vont ne pas être soumis à l'impôt sur le revenu. Concrètement, si je reprends mon exemple, ma deuxième hypothèse, à 26 050, j'ai une retenue à source à 0 et à 12%. Je suis dans ma fameuse, ce qu'on appelle, nous, en langage administratif, tranche libératoire. Ce qui veut dire que mes 26 050, quand je vais calculer mon impôt, le service de M. Delagne, il ne va pas dire 26 050, il va dire 0. Donc, concrètement, c'est pour lui, il y a 0, donc pas d'impôt dessus, parce que c'est libératoire. Par contre, si j'ai une retenue à source à 20%, on va dire que j'ai, après 10%, 59 667 euros, donc 59 667 moins mes 49 667, ça veut dire 10 000 euros. Ces 10 000 euros, ils sont dans une tranche non libératoire, ils vont être imposés à l'impôt sur le revenu. Et ma retenue à source de 20% qui, sur mes 10 000 euros, va être déductible parce que j'ai imposé d'un côté, donc je déduis de l'autre. C'est ça, en fait, la notion de retenue à source non libératoire. C'est vous dire que le revenu n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu. Et ce que je vous ai dit, si c'est dans la tranche non libératoire à 20%, seulement ce montant-là est pris en compte pour calculer l'impôt. Alors, au niveau, là, vous avez une copie écran qui vous montre que justement, vous êtes non-résident, vous pouvez avoir des salaires ou vous pouvez avoir des pensions en tant que non-résident. Il va falloir les mettre dans la bonne case. Puisque si vos cases initiales, un AJ pour du salaire, je parle en langage des déclaratifs, c'est les salaires en tant que résident. Et dans ce cas-là, on vous applique le prélèvement à source du résident. Pour qu'on vous impose bien comme un non-résident, il va falloir enlever ce qu'il y avait dans les cases au-dessus et bien les mettre en AF ou bien en 1AL si ce sont des salaires ou des pensions. 1AF, 1AS si vous êtes le déclarant 1, sinon ce sont les autres cases si vous êtes le déclarant 2. Et il va falloir nous déclarer la retenue à source également qui a été pratiquée par votre employeur ou votre caisse de retraite. Donc, lors de la déclaration en ligne, automatiquement, vous allez avoir le tableau qui s'affiche où vous détaillez l'employeur 1, caisse de retraite 1, caisse de retraite 2, et ensuite la retenue à la source qui faisait partie de ma tranche non libératoire, parce que vous savez qu'il n'y a que ma retenue à la source à 20% qui est déductible, parce qu'il n'y a que le montant du revenu qui se trouve dans cette tranche, qui est imposable. Vous vous rappelez mes 10 000 euros. Donc, si mes 2 000 euros sont imposables, mes 2 000 euros, je vais les déduire. J'attire votre attention sur le fait de bien remplir cette annexe ou formulaire 2041E, car toute omission ou tout formulaire mal correctement servi entraîne une imposition automatique à 20%. Alors, je vais revenir dessus pour l'instant. Donc, on est déclaration en ligne, vous êtes accompagné. Donc, automatiquement, vous avez toutes les bonnes cases qui vous indiquent de ne pas oublier certains montants. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Là, ce que vous a expliqué Jean-François Delagne, c'est une fois que je suis passé à ma retenue à la source. On oublie, ça s'est fait sur mes salaires, sur mes pensions. On peut prendre le cas où j'ai que des revenus fonciers, par exemple. Si j'ai que des revenus fonciers, je suis imposé au barème progressif, au plafonnement du quotient familial. On va dire, je dis un chiffre qui est complètement faux, j'ai 100 000 euros de revenus fonciers. On me dit que j'ai 40%. Je reste à 40%.
J'ai 10 000 euros de revenus fonciers. Pareil, le chiffre est faux, mais c'est juste pour que vous compreniez. On calcule avec le barème progressif le plafonnement du quotient familial. On dit que le taux d'imposition est à 3%. Eh bien non, vous êtes un non-résident. Comme vous êtes imposé uniquement sur vos sources françaises, on va vous imposer un taux minimum de 20, voire 20 et 30. Là, à 10 000 euros, c'est du 20%. On ne dira pas c'est du 3%, c'est du 20%. J'entends, ça ne va pas être juste, on va vous expliquer comment bénéficier d'un taux plus favorable. Également, vous êtes non-résident, vous n'avez pas droit aux charges, réductions, crédits d'impôt, ce n'est pas une sanction, c'est juste qu'il y a un code général des impôts et que la plupart des réductions, charges et crédits d'impôt, elles sont liées à une habitation principale en France. Voilà. Donc, je vous disais, vous avez 10 000 euros de revenus fonciers, on vous met 20%, vous dites c'est pas juste, ça fait beaucoup, parce qu'en plus, vous verrez, après il y a les prélèvements sociaux, vous pouvez nous demander à bénéficier de ce qu'on appelle du taux moyen d'imposition. Ce taux moyen d'imposition, vous pouvez le demander dès la déclaration en ligne. Et lors de la déclaration en ligne, vous devriez nous indiquer vos revenus étrangers, ainsi que la nature de ces revenus étrangers. On ne va pas vous contrôler dessus, je vous rassure. L'objectif, je vais mettre un exemple chiffré, Jean-François Delangue vous expliquera les justificatifs. L'objectif, c'est, là dans l'exemple qui vous est mis, c'est que c'est un couple avec 2 enfants, donc 3 parts, qui a des revenus fonciers à 20 000 euros, donc normalement français, il n'est imposé que dessus, et qui dit, ben moi j'ai eu 20% dessus, 20% ça me fait 4 000 euros, ça fait beaucoup. Et donc ce couple nous indique qu'il a des revenus de sources étrangères, en l'occurrence des salaires, pour un montant de 17 000 euros. Alors on va faire une simulation, on va faire comme si ces 17 000 euros, c'était des salaires français. Alors bien sûr, du coup, ils auront droit à un abattement de 10%, bien sûr. On va faire une simulation, puis on va voir que si on prenait les 2 revenus, fonciers et français, si la personne, elle était en France, ben, elle aurait un taux d'imposition, vous voyez, de 0,92%. C'est pas du 20, hein, c'est du 0,92. Donc, comme le taux, il est inférieur à 20%, le service des impôts des particuliers non résidents, il va retenir ce taux d'imposition, 0,92, mais il va l'appliquer uniquement sur vos revenus français imposables. Donc, il va les appliquer uniquement sur vos revenus fonciers. Et ce qui veut dire vous allez avoir un avis d'imposition, on va vous dire, ben, en fait, vous devez 184 euros et pas 4 000 euros. C'est pour ça qu'on vous demande vos revenus étrangers. Je vous rassure, si vous nous déclarez 1 million de revenus étrangers et que votre taux d'imposition est au-delà des 20 et des 30, on gardera les 20 et les 30. On n'appliquera pas un taux d'imposition supérieur. On appliquera uniquement un taux d'imposition qui vous est favorable. Alors, pour demander, soit lors de la déclaration en ligne, ce qui est quand même mieux, ce qui sera aussi plus rapide pour que votre déclaration soit correctement imposée. Si effectivement, vous ne faites pas leur déclaration en ligne, vous pouvez faire à un autre moment, mais pour cela, il faut fournir des justificatifs. Oui, donc le taux moyen doit être, si possible, demandé dès l'épisode déclaratif ou télédéclaratif. Lorsque vous télédéclarez, vous sélectionnez le formulaire annexe taux moyen. Si vous êtes obligé, malheureusement, de déclarer sous format papier, il faut joindre l'imprimé 2041 TM comme taux moyen. Et là, vous servirez vos revenus mondiaux et vous préparerez les papiers suivants, qui sont en fait les justificatifs à donner en cas de contrôle, qui sont le double de la déclaration de revenus de l'État dans lequel vous résidez et qui justifie en fait vos revenus mondiaux, et tous les documents qui permettent de justifier les différents revenus que vous rajoutez en tant que revenus mondiaux. C'est lors de l'épisode télédéclaratif, vous n'êtes pas obligé de joindre ces documents. Par contre, si vous demandez le taux moyen a posteriori, c'est-à-dire dans le cadre d'une réclamation contentieuse, eh bien là, on a besoin des justificatifs. Et alors, on prendra une question plus tard. Alors, les justificatifs, s'il vous plaît, traduction en français. On parle des langues, mais on ne parle pas toutes les langues. Donc, c'est important aussi pour pouvoir faciliter la prise en compte de votre demande. On va venir sur un point qui est important. C'est aussi, on vous parle de revenus à source du non-résident. Je vous évoquais le prélèvement à source du résident dont vous faites l'objet, moi également, hein, sur mes salaires.
Et il y a souvent une confusion de genre puisque on dit non, un non-résident n'a pas de prélèvement à la source. Et justement. Oui. Donc, pour les non-résidents, vous allez basculer dans une autre forme de prélèvement, notamment sur les salaires, les pensions, les rentes viagères. Et donc, c'est une chose à faire absolument avant de partir, c'est de prévenir vos caisses de retraite, votre employeur ou les organismes qui vous versent des rentes viagères, de votre adresse à l'étranger et du pays où vous allez résider. Donc, si vos salaires, pensions ou rentes viagères sont, de par la convention signée avec le pays dans lequel vous allez résider, sont imposables par la France, l'organisme va procéder à une retenue à la source spécifique des non-résidents. Et donc, ces revenus ne seront plus soumis au prélèvement à la source dans le cadre du prélèvement à la source des résidents que vous connaissez actuellement. En quoi ça va être différent ? Ça va être différent parce que déjà, celui qui applique cette retenue à la source spécifique va appliquer le barème spécifique des non-résidents et vos retenues ne seront pas visibles sur votre espace particulier sécurisé. Elles n'apparaîtront que lors de l'épisode déclaratif dans votre déclaration pré-remplie. Par contre, vous allez rester, pour certains d'entre vous, dans le cadre du prélèvement à la source régime normal, notamment les acomptes contemporains, si vous avez des revenus fonciers. C'est-à-dire, si vous percevez des loyers issus de propriétés françaises, eh bien, vous allez payer toujours des acomptes contemporains tels que c'était auparavant et qui seront prélevés tous les 15 du mois sur le compte bancaire que vous avez servi lors de votre télédéclaration. Alors, les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, les revenus fonciers, il y a une règle sur les revenus fonciers, c'est que, comme l'a dit Isabelle Veltarlin, les prélèvements sociaux s'élèvent à 17,2%, mais si on tient compte de la CSG et du CRDS. Il faut savoir que vous serez exonéré de CSG et CRDS si vous résidez dans un pays de l'EEE. Si vous êtes affilié. Et surtout que vous êtes affilié à un régime de sécurité sociale obligatoire autre que le régime français. Par exemple, si vous partez en Espagne et que vous restez affilié à un régime français, ça ne fonctionne pas. En fait, c'est si vous êtes affilié dans un régime de sécurité sociale de l'espace économique européen, c'est-à-dire bien sûr l'Union européenne, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Ça ne veut pas dire que vous pouvez résider dans un autre État qui n'est pas de l'espace économique européen, mais comme vous êtes affilié dans un régime de sécurité sociale dans l'espace économique européen, on ne vous appliquera que le prélèvement de solidarité de 7,5%, bien sûr à la condition que vous remplissiez les conditions. Donc l'exonération de CSG et CRDS ne marche en aucun cas si vous partez au Maroc ou en Thaïlande. Alors, à l'étranger, il y a un autre type d'impôt que vous payez, ce sont les impôts locaux. Quels sont ces impôts locaux ? C'est la taxe foncière, donc c'est sur la détention d'une propriété bâtie ou non bâtie, et les taxes d'habitation si vous avez une résidence secondaire ou la taxe sur les logements vacants si le logement est inoccupé. Donc, vous avez dû tous déclarer sur GMBI depuis 2023 vos biens immobiliers et le statut de ces biens immobiliers. Si vous êtes occupant, si vous avez un occupant à titre gratuit, s'il est inoccupé ou si c'est une résidence secondaire. Alors, les impôts locaux ne sont pas gérés par le service des impôts des particuliers, ils sont gérés toujours par le service des impôts des particuliers local, là où est situé le bien.
Quand vous vous posez une question sur votre espace particulier, vous faites attention au motif. Il y a bien un motif pour les impôts locaux, donc taxe d'habitation, taxe foncière. Je vous dis pourquoi c'est important. C'est important parce que sinon la question, si elle arrive au service des impôts des particuliers non résidents ou à l'accueil fiscal des non résidents que je gère, c'est pas le bon service. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on le transfère, nous, au bon service. Ce qui veut dire que vous perdez également du temps pour avoir votre réponse. Donc faites attention aussi aux motifs que vous sélectionnez lorsque vous posez des questions. Sinon, effectivement, petite diapo pour vous informer comment nous contacter. Déjà, vous êtes à l'étranger, donc c'est sûr que c'est peut-être pas en accueil physique que vous allez venir. Mais surtout, vous avez un compte Facebook, un compte Instagram qui vous donne pas mal d'informations. Vous avez sur le site impôts.gouv.fr rubrique internationale particulier, c'est la rubrique des non-résidents. Cette rubrique, elle a une partie où qui dit vous partez à l'étranger, vous êtes à l'étranger, vous revenez en France, et donc il y a des questions-réponses. Donc on essaye vraiment de vous apporter le maximum d'informations pour que vous puissiez trouver des réponses, voire que lorsque vous les lisez, si vous avez des questions, on arrive aussi un peu mieux à se comprendre parce que notre fiscalité n'est pas simple. Vous pouvez effectivement prendre des rendez-vous dans la rubrique contact sous le site impôts.gouv. Comme vous a dit Jean-François Delagne, il y a des centaines de milliers de foyers et pas que de personnes. Donc vous imaginez que nous recevons beaucoup d'appels téléphoniques et surtout en campagne déclarative. Donc déjà, déclarez le plus tôt possible, si vous voulez arriver à nous joindre, parce que effectivement, après, ça devient un peu parfois difficile de nous joindre dans certaines périodes. Je dirais que s'il y a vraiment un outil que vous devez privilégier pour qu'on vous réponde, c'est votre espace particulier. Selon la période de l'année, de charge ou pas, on vous répondra dans tous les cas. Ça, soyez-en certains. Le téléphone, ça va dépendre. La prise de rendez-vous, c'est sur 45 jours. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'étranger, qui parfois ne dépendent pas forcément de notre service, mais qui veulent s'en assurer. Donc, vous imaginez bien que tous les créneaux sont très vite remplis. Mais soyez patients. En tout cas, sur l'espace particulier, on vous répond. Pardon, je voulais ajouter un mot sur la messagerie sécurisée. Et c'est un vecteur très important qui est sécurisé et qui est traçable. Donc je vous conseille de communiquer avec nous par ce vecteur. Alors, on vous répond le plus rapidement possible, mais ça n'est pas un chat. C'est-à-dire que si la question est urgente, vous n'aurez pas une réponse dans la minute. On essaye de répondre le plus vite possible, mais essayez de communiquer par écrit, par cette messagerie sécurisée, parce que c'est traçable, c'est-à-dire qu'on est capable de voir l'historique des questions que vous avez posées et des problèmes auxquels vous avez pu être confrontés. Oui. S'il y a quelques questions, on a le temps de 2 questions. Là, Sébastien va vous apporter le micro. Vraiment 2 questions. Sinon, vraiment, il y a beaucoup d'agents des impôts qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Au moment où vous avez exposé le taux moyen, vous avez parlé de 20 et 30%, alors que dans le tableau, ça s'arrêtait à 20%. Alors, le tableau que je vous ai montré, c'était sur la retenue à source qui s'appliquait sur les salaires et les pensions. Ça, c'est ce qui s'applique en 2025. Les taux de minima de 20 et de 30%, c'est en 2026, quand vous faites votre déclaration, uniquement sur vos revenus qui sont imposés à l'impôt sur le revenu. J'avais donné l'exemple des revenus fonciers. Les revenus fonciers ne sont pas soumis à la retenue à source à 0, à 12 ni à 20. Vos revenus fonciers, ils sont imposés au barème progressif, plafonnant de quotient familial, minimum 20 et 30%. C'est pour ça, je sais, il y a souvent une confusion parce qu'on voit 20 d'un côté, mais c'est tout à fait normal. Et vous avez bien fait de poser cette question. Par contre, dans le tableau où j'avais ma retenue à source à 20%, je vous ai dit que le montant des revenus qui se trouvait dedans, par contre, lui, ferait l'objet du barème progressif, du plafonnement du quotient familial, voire de l'application de mes taux minimum de 20 et de 30%. C'est 20% jusqu'à la deuxième tranche du barème progressif, qui doit être de 29 315 € de mémoire pour 2025. Voilà, il y a une autre question là. J'anticipe en passant quelques mois dans un pays étranger, de façon à voir si effectivement celui-ci va me convenir.
Pour ne pas avoir la qualité de non-résident, il y a du coup une période particulière à respecter. Parce que je conserve mon logement en France, que ce soit en propriétaire ou en locataire, mais je vais donc parcourir le pays étranger que je convoite pour voir si c'est vraiment celui qui correspond à mon attente. Alors, déjà, vous avez le droit de partir à l'étranger, comme on a le droit de partir en vacances, sans que ça remette en cause votre notion, enfin la notion que vous êtes résident fiscal de France. Où il va avoir un impact, ça va dépendre après lorsque vous partez, dans quelles conditions. La question de temps, je vais la mettre entre parenthèses, parce que je vous ai dit qu'il y a ce qu'on appelle les conventions fiscales internationales. Et la convention fiscale internationale, elle a ses critères de résidence fiscale, et donc il va falloir regarder dans le pays où vous souhaitez aller. Et là, je vais vous inviter d'aller au stand, parce que je ne connais pas toutes les conventions fiscales. Il y en a qui sont modèles OCDE, d'autres qui sont modèles ONU, qui va déterminer, qui sont des critères successifs, si en fait, si le critère de temps, de durée dans le pays est un critère qui fonctionne ou pas. Et si ces critères, si vous êtes résident fiscal finalement d'un autre État, vous ne pourrez pas dire je veux être résident fiscal de France. On ne choisit pas. Dès qu'il y a une convention fiscale, la convention s'applique et les deux pays sont tenus. Merci, on doit vraiment s'arrêter parce qu'il y a une autre conférence. Merci Madame Velterin, Monsieur Delagne. J'en profite pour remercier toute la régie technique qui permet aux personnes de nous YouTube. On fait une courte pause et on se retrouve dans 5 minutes et il sera question de premier départ à l'étranger. Ça intéressera énormément les jeunes. À tout à l'heure.